Je suis Anne Pioz, psychothérapeute et je vous accompagne à retrouver une relation sereine et intuitive avec votre alimentation. La pleine conscience du pouvoir est un podcast qui vous accompagne à reprendre le pouvoir dans votre relation avec la nourriture, à sortir des injonctions de la culture des régimes et à ne plus vous sentir seul avec tout ça. Dans ce podcast, je partage des outils, des réflexions. Je vous parle aussi de pleine conscience et d'introduire dans votre quotidien plus d'observation de votre propre fonctionnement. Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Charlotte, j'ai 28 ans et je souffre d'anorexie mentale depuis mes 15 ans. J'ai toujours eu un rapport perturbé à mon image corporelle. C'est très parlant. Quand on commence un régime à 10 ans et demi, ça a été le début de « je vais faire attention ». Je suis arrivée à cette première hospitalisation un peu catapultée. Charlotte ne veut pas ce poids-là, eh bien, on va fixer ce poids-là. Surtout, ce que je ressens, ce que je veux, il faut pas le dire. Il faut obéir. Pendant plus de 6 mois, je n'ai jamais versé une seule larme devant un seul soignant. Ces 13 hospitalisations se sont enchaînées sur 10 ans. Spoiler, je n'ai pas eu de déclic. J'ai commencé à prendre mes soins en main en tant que personne à part entière. J'apprends à découvrir le monde et aussi et surtout à me découvrir moi-même. Ne lâchez rien. Le mieux est toujours possible. Bienvenue dans l'épisode 119 du podcast La pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, vous allez entendre le témoignage de Charlotte. À 27 ans, Charlotte a vécu une grande partie de sa vie, plus de 10 ans, en la mauvaise compagnie de l'anorexie mentale. Elle nous partage ce qui a fait le lit de ce trouble des conduites alimentaires qui s'est déclaré au début de son année de seconde et qui s'était construit petit à petit dès sa petite enfance. Depuis sa dernière hospitalisation qui date de presque 3 ans, Charlotte va beaucoup mieux. Elle nous explique les éléments qui lui ont permis d'entamer une démarche de soins plus active et consciente, en particulier après un échange assez secouant, vous allez l'entendre, avec sa psychiatre. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir le témoignage de Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Anne. Je te remercie beaucoup, d'avoir accepté mon invitation pour venir témoigner sur le podcast, puisque c'est moi qui t'avais contacté il y a quelques mois, peut-être même maintenant, oui. Le temps passe vite, bref. Peu importe. Donc, c'est moi qui t'avais contacté. Tu as accepté cette invitation. Donc, ça m'a vraiment fait très plaisir que tu le fasses et que tu prennes ce temps-là. Plaisir partagé. Et alors, en plus, tu t'es déplacée jusque Dourdan pour venir enregistrer. Donc, on est l'une en face de l'autre. J'ai vraiment ce privilège de te rencontrer pour de vrai, en fait. Non pas qu'on puisse pas se rencontrer à distance, mais c'est encore autre chose. Et puis, je le dis, les quelques fois où les personnes viennent jusqu'ici, ça apporte quelque chose en plus et c'est une vraie rencontre. Oui, bref, totalement. Nous y voilà, c'est le jour d'enregistrer ton témoignage. Alors, on s'est connus par le biais de ton compte Instagram, que nous mettrons bien sûr en lien dans la description de cet épisode, sur lequel tu partages autour de ton parcours avec les troubles des conduites alimentaires. Donc, tu vas nous en parler un petit peu plus, je pense, d'ici la fin de cet épisode. Et j'ai été touchée vraiment par la pertinence, en fait, de ce que tu partages, des posts que tu publies, dans la finesse, l'analyse de ton parcours, mais aussi plus largement des troubles des conduites alimentaires. Donc vraiment, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ton parcours et puis sur ce qui t'a aussi motivé à ouvrir ce compte, mais ça, on en parlera peut-être plus à la fin de l'épisode. Mais je parle et j'oublie de te demander de te présenter, Charlotte, pour les personnes qui nous écoutent. Oui, alors donc je m'appelle Charlotte et mon compte Instagram c'est chamotca, dont on mettra le lien avec cet épisode de podcast. J'ai 28 ans et je souffre d'anorexie mentale depuis mes 15 ans. J'ai eu un parcours de soins chaotique dans les TCA et assez riche. Mais à l'heure actuelle, je peux dire et affirmer que je vais vraiment mieux, sans pour autant être 100% guérie. Voilà, je veux pas prétendre être guérie alors que je ne le suis pas, mais je vais beaucoup mieux.
Et dans la vie, en dehors des TCA, je fais du bénévolat en pédiatrie à l'hôpital Necker à Paris. Et j'ai pour projet de commencer dans les prochaines semaines une formation dans la petite enfance. Voilà, oui, c'est pour tout bientôt. C'est pour tout bientôt. Ouais, c'est pour tout bientôt. Et ton bénévolat, tiens, je suis un petit peu curieuse, mais tu n'es pas obligée de me répondre. C'est des visites aux enfants ? Qu'est-ce que tu... Oui, alors je fais ce bénévolat depuis presque 2 ans, au rythme d'1 fois par semaine. Je suis toujours affectée dans le même service et j'y vais. Là, c'est un service de consultation. On joue avec les enfants pour attendre, on fait des coloriages, on discute avec les parents. Parfois, on garde les enfants le temps que les médecins parlent aux parents. Enfin, voilà, c'est très, très riche. Je pense que ça nous apporte aux bénévoles tout autant que ça apporte aux enfants. Oui, j'étais en train de me dire que ça doit être vraiment précieux pour à la fois les enfants, bien sûr, mais aussi les parents, d'avoir une alliée, là, une autre adulte qui prend un peu le relais, peut-être dans des situations parfois un peu lourdes. Donc, c'est des moments très riches. Ouais, c'est chouette. Et voilà, ça m'apporte beaucoup et j'ose espérer que ça apporte aussi aux enfants, aux familles. Ouais, j'en suis sûre. Et aux soignants. Et aux soignants aussi, oui. Alors, par où tu as envie de commencer, Charlotte, pour partager ton expérience ? Alors, je pense que... Pour moi, ça ferait sens de commencer vraiment par l'enfance. Bon, pas forcément dans les détails, mais dans les TCA, il y a un rapport qui est troublé au corps et à l'image corporelle, donc pas que à l'alimentation. Voilà, l'alimentation, ça vient presque en second temps. Et c'est vrai que de mon plus jeune âge, de tous mes souvenirs, j'ai l'impression que j'ai toujours eu un rapport perturbé à mon image corporelle. Dans la mesure où j'ai toujours été très grande, très jeune. J'ai grandi très tôt. J'ai toujours dépassé tous les autres élèves de mes classes, tous mes camarades de classe, d'au moins une tête. J'ai atteint ma taille adulte quand j'avais 8 ans. Ah oui, effectivement. C'est-à-dire que j'étais je suis quand même plutôt grande. Oui, oui, moi qui étais en face de moi. Voilà, je suis plutôt grande. Oui. J'ai été grande très jeune et toujours très mal à l'aise par rapport à ce corps trop visible et trop remarquable. Moi qui ai une personnalité plutôt discrète et réservée. C'est-à-dire que ça correspondait pas, en fait, l'intérieur avec l'extérieur, quelque chose comme ça te parle quand je dis ça ? Oui, ouais. Moi qui rêvais de passer inaperçue. Quelque part, on me remarquait beaucoup. Alors même si, par exemple, venant des adultes, c'était évidemment pas des critiques, au contraire, d'ailleurs, souvent, c'était même plutôt... c'est bien, elle est super grande et tout, mais moi, je rêvais que d'une seule chose, c'était d'être petite. J'enviais toutes mes copines qui étaient beaucoup plus petites que moi. Et donc, ça a fait que depuis petite, j'ai été assez mal à l'aise avec ce corps que j'ai toujours considéré comme imposant et comme étant mon boulet, en fait. Eh oui, carrément. Oui. Ouais, c'est ça. Et à l'école, il y avait des remarques de la part des autres enfants ? Parce que j'entends que les adultes valorisaient plutôt ça. C'est bien d'être grande, je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Cela dit, c'est vrai qu'en tant qu'adulte et parent, enfin, je sais pas si c'est ça, on a souvent envie que notre enfant grandisse plus vite. Oui, puis elle grandit bien, elle est en forme. Puis bon, c'est toujours... Comme un signe de bonne santé aussi, de bonne croissance. Enfin... Et puis bon, je pense que c'est aussi le besoin, mais même quand on est adulte, de remarquer les différences, de les souligner. Et bon, comme ils n'allaient pas dire « Ah, c'est horrible, elle est tellement grande, quelle horreur !» Du coup, ils disaient « Bon, c'est bien. » Bon, après, c'était ni bien ni mal, c'était un fait. Mais après, de la part des autres enfants, alors des remarques directement sur ma taille, il y en a sans doute eu, mais c'est pas tellement ce qui m'a marquée. Parce que moi-même, j'étais très mal à l'aise avec mon corps et donc j'ai passé... à l'école primaire, j'ai traversé plusieurs années de harcèlement scolaire assez violent, alors qui n'était pas forcément directement en lien avec ma taille, mais sans doute plus avec le fait que j'étais très timide, très réservée, mal à l'aise, différente aussi. Et on attaque toujours plus facilement ceux qui sont différents, bien qu'on soit tous différents les uns des autres. Oui, et puis peut-être plus ceux qui sont justement un peu plus réservés, en fait. Hein. C'est plus... Alors, je mets des gros guillemets, mais ça semble plus facile, en fait, d'attaquer les enfants qui semblent un petit peu timides, un peu, encore avec des guillemets, un peu faibles, en fait. Et puis...
ceux qui bronchent pas. C'est-à-dire que moi, j'ai voilà, subi diverses violences, qu'elles soient psychiques ou même physiques, à l'école primaire, et je me suis jamais rebellée quelque part. J'en ai jamais parlé au personnel de l'école. Voilà, ça restait très tabou et secret pour moi. C'est ça. Donc, oui, c'était ton secret, c'était caché, c'était honteux presque. C'est ça qui rajoute du terrible au terrible, et déjà que c'était pas simple, mais en plus tu gardais ça, c'était honteux, tu étais seule avec ça. Après, mes parents avaient quand même conscience des choses, ne serait-ce que parce que parfois je rentrais à la maison avec des bosses ou des traces de morsures, ou voilà. Et oui, parce que c'était aussi physique, tu voilà, disais, donc les violences, mes parents savaient, mais je les suppliais de ne rien dire, je les suppliais de ne pas aller voir la maîtresse en leur disant ça va être pire si vous y allez. Voilà, bon. Donc ça a été des années compliquées. Tout au primaire, alors ça c'était au primaire, c'était les dernières années de primaire. Alors je ne saurais pas situer exactement si c'était pendant 2-3 ans, mais c'était la fin de l'école primaire. Suffisamment longtemps en tout cas. Voilà, exactement. C'est toujours trop longtemps. C'est toujours trop longtemps. C'est situation de harcèlement scolaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à la suite de ces années de harcèlement scolaire, donc il y a eu le passage du CM2 à la 6e. À ce moment-là, suite à un déménagement, en fait, on avait changé de secteur, et donc les élèves étaient totalement différents. J'allais être dans un tout autre groupe de personnes. Oui. Et c'est vrai qu'à cette période-là, je me suis dit, il faut que les choses changent. Au collège, il faut que les gens m'aiment. Clairement. En fait, il faut que je ne sois plus le bouc émissaire général. Et c'est à cette période-là que j'ai commencé mon premier régime. Franchement, je ne me rappelle même plus précisément suite à quoi. Suite sans doute à une petite prise de poids que j'ai mal vécue. Mais bon, pour autant, cette petite prise de poids donc, est venue se rajouter dans un contexte où j'étais très mal à l'aise dans mon corps. Je faisais aussi beaucoup de danse classique, donc le corps était très visible, et voilà. Donc là aussi, j'étais pas forcément très à l'aise dans mon corps, bien que j'avais pas de problème de surpoids, ou enfin, il y avait pas de questions par rapport à ça, il y avait pas de questionnement. Je pense que l'année du CM2 a été une année charnière, comme pour beaucoup d'ailleurs. Ça a aussi été l'année de naissance de mes petits frères jumeaux, et j'étais fille unique avant ça. Ah oui, donc un grand bouleversement aussi pour toi. Donc un bouleversement général qui a fait que, de manière assez simple, j'ai commencé à faire attention à mon alimentation. Je ne mets pas cette période-là dans mes années de TCA, bien que c'est très parlant quand on commence un régime à 10 ans et demi. Et oui, parce que tu vois, justement, j'étais en train de me dire, attends, CM2, 6e, on a quel âge ? 10-11 ans, quoi. Oui. Donc, et mettre en place des choses parce que tu dis comment surveiller un peu l'alimentation, tout ça, mais parce que déjà, tu avais en tête ce qui était bon, pas bon, ce qui allait faire perdre du poids ou pas. Enfin, il y avait déjà quelque chose d'installé. Malheureusement, je pense que les enfants, mais même de nos jours, en ont conscience extrêmement tôt. Et après, je ne saurais pas dire si le contexte de la danse classique a rajouté... je ne sais pas. Voilà, après, rentre ton ventre, serre les fesses. Bon, ça, on l'a beaucoup entendu. Mais je pense que... c'est sûr que c'est souvent le cas dans les sports où il y a une notion d'esthétique de... Voilà. Oui, et puis déjà que tu étais grande, alors si en plus tu avais l'impression de t'élargir, enfin, je sais pas... à ce moment-là, tu vois, avec en plus la danse là-dessus, il y a des critères forts, quoi. Ça, plus ça, plus ça. Oui, et puis il y a toujours la notion des portées, et celles qui porteront seront les plus lourdes, donc forcément, on compare les poids. Voilà, enfin, on va pas porter les plus lourdes et mettre les plus légères en bas du porté. Donc, c'est un élément parmi d'autres, mais c'est quand même un contexte à prendre en compte qui fait que, voilà, dans cette période du CM2 à la 6e, il y a eu une légère perte de poids qui a été remarquée par mon médecin traitant au début de l'année de 6e. En soi, c'est vrai que ça a un peu inquiété ma mère, mais lui, le médecin, n'a pas du tout été inquiet. Il a dit, c'est rien, il faut pas que ça continue. Puis bon, d'une chose à l'autre, j'ai réussi sans trop de difficultés à reprendre le poids que j'avais perdu, en fait. Oui, avec une intention de le reprendre, du coup ? Ou comment t'as vécu ça Non, pas une intention de le reprendre, mais juste...
bon Charlotte, c'est bon, là, t'es arrivée là où tu voulais, ça sert à rien de continuer dans cette direction-là. Puis je pense qu'à cette période-là, j'étais pas non plus obnubilée par la question du poids. Et bon, il y avait le collège, il y a eu d'autres... il y avait d'autres choses qui m'occupaient, mes petits frères, les copines, voilà. Oui, et puis cette nouvelle vie, du nouveau collège avec des nouvelles personnes, de repartir à zéro aussi. Sans le harcèlement scolaire. Sans le harcèlement. Ce qui a été quand même un nouveau départ pour moi. La 6e, bien que je dirais pas que j'avais un rapport 100% sain et serein à l'autre et aux autres élèves, dans la mesure où j'avais évidemment extrêmement peur du rejet. Bah oui, la confiance là c'est compliqué quand on a vécu ce que tu avais vécu avant. Oui, voilà, confiance dans le groupe, confiance en soi, capacité à s'affirmer, c'est pas simple du tout. Mais ça n'avait évidemment strictement rien à voir avec les dernières années de primaire. Oui, donc ce premier épisode de perte de poids, mais que tu dis voilà, c'était un début de quelque chose, mais on n'est pas vraiment dans le début des troubles alimentaires. Non, pour moi, enfin, en tout cas, je ne le situe pas dans mes périodes de troubles alimentaires qui, en fait, sont apparus vraiment à la fin du collège. Avant le début de l'anorexie mentale, il y a eu l'année de 4e où j'ai commencé à développer une hyperactivité scolaire extrêmement envahissante. C'est-à-dire, tu peux nous expliquer, hyperactivité scolaire Eh bien, en fait, j'ai toujours été une bonne élève sans difficulté particulière à l'école, mais voilà, toujours avec des bonnes notes. Et en fait, je ne sais même pas comment c'est arrivé. Vers l'année de 4e, je me suis mise à toujours rechercher vraiment la perfection dans les résultats scolaires. C'est-à-dire que si j'avais 18, c'était pas bien parce que je préférais avoir 19. Si j'avais 19, c'était pas bien parce que j'aurais préféré avoir 20. Et si j'avais 20, j'avais une pression incroyable parce que je me disais, il faut pas que je fasse moins bien la prochaine fois. Donc en fait, c'était un cercle vicieux insoutenable et voilà, qui faisait tout simplement que je m'acharnais au travail pendant des heures et des heures. Parfois, je travaillais jusqu'à 2h30, 3h du matin. Je mettais le réveil à 6h du matin pour recommencer à travailler. Tout ça en 4e. Donc, effectivement. Ouais. Et tu sais, quand... peut-être on y viendra après, tu me diras ce que tu en penses, mais dans le mécanisme, moi, je vois bien quelque chose qui ressemble déjà aux troubles alimentaires. Dans ce truc qui est jamais satisfaisant, on veut toujours aller plus loin. Et même si j'ai 20, la pression à rester à... Tu vois ? Oui. C'est que, en fait, plus on devient perfectionniste, plus la pression augmente, en fait. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est un cercle sans fin. Et puis d'ailleurs, voilà, cette période-là a vraiment précédé et en fait, se sont chevauchés avec le début de l'anorexie mentale, puisque je suis restée dans cette hyperactivité scolaire jusqu'à ma première hospitalisation où je faisais des fiches de cours en cachette et où on m'a confisqué mes fiches pendant ma première hospitalisation. Voilà, j'avais très honte à ce moment-là, mais c'était plus fort que moi. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, et tu disais, je sais pas trop d'où c'est venu, en fait. Ça n'a vraiment rien à voir avec une pression scolaire qui aurait été mise par l'extérieur. C'est vraiment de toi à toi, en fait. Parce que voilà, mes parents et mes grands-parents aussi ont toujours valorisé effectivement le fait que j'avais des bonnes notes, j'avais toujours les félicitations, mais même avant ça, c'est-à-dire que mais j'ai jamais eu aucune pression. Et c'était même le contraire, c'est-à-dire que quand j'avais une mauvaise note, tout étant relatif en plus, mais j'étais la première paniquée et au contraire, mes parents me rassuraient en me disant c'est pas grave, voilà. Et donc j'ai jamais eu aucune pression scolaire de la part de mes parents ou de l'extérieur. Oui, c'est là que ça s'est mis, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça s'est focalisé sur ce thème de la scolarité à ce moment-là. Mais je pense que, en tout cas, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui souffrent de TCA, c'est-à-dire qu'on est soi-même le juge le plus dur vis-à-vis de soi-même, en fait. On est notre pire tortionnaire et voilà. Donc, en tout cas, pour ce qui est de la pression scolaire, ça venait vraiment que de moi. Oui, donc tu disais, ça s'est chevauché finalement, cette période d'hyperactivité scolaire, avec le début vraiment de plonger dans le trouble alimentaire. Oui, parce que en fait, du coup, après, il y a eu l'année de 3e qui est évidemment l'année du brevet. Donc, le premier vrai examen, une fois qu'on l'a passé, on se dit, bon, finalement, c'était pas grand-chose. Mais quand on est dans un collège assez élitiste et assez... bon, voilà,
ils aimaient bien les bonnes notes et les bons résultats, on va dire. Et en fait, à peu près à la même période que ce qui s'était passé en CM2, il y a eu une légère prise de poids qui m'a déplu. Et je me rappelle très précisément de ce jour où on m'a pesée au mois d'avril. C'était dans un contexte assez particulier parce que ce jour-là, j'avais fait une allergie et je me suis retrouvée aux urgences pédiatriques. Et en fait, dans un contrôle général, on m'a pesée le soir à 23h. Et évidemment, je suis montée sur la balance toute habillée et je me suis dit « Oh, je fais tel poids, mais ça va pas du tout !» Il faut que je commence à faire attention, que ça ne continue pas, que je ne prenne pas davantage de poids. Et franchement, c'était l'histoire de même pas 2 kilos. C'était vraiment l'histoire d'une pesée le soir, habillée. Oui, c'est ça, et sur une balance qui ne te connaissait pas. Oui, voilà. Oui, mais n'empêche qu'il y a un focus qui s'est mis là. Oui. Et vraiment, je me rappelle de ce jour très précisément parce que ça a été le début de « je vais faire attention ». Voilà. Et voilà, cette année de 3e, les choses, un peu comme en CM2, se sont faites très progressivement. J'ai commencé à retirer certains aliments sucrés, certains grignotages, certains sodas. En fait, ça n'a pas été drastique dès le début, mais ça a suffi à ce qu'il y ait une perte de poids, tout comme en CM2, d'environ 5-6 kilos en l'espace de 5-6 mois. Pareil, médecin traitant, ma mère inquiète, le médecin qui dit à ma mère « Vous avez bien vu la dernière fois, elle les a repris toutes seules. Et oui. C'est rien. » Donc voilà. Oui, ta mère, il y avait comme des alarmes qui s'allumaient pour elle. Il y avait comme des alarmes qui s'allumaient parce qu'il y a eu des cas de troubles alimentaires dans ma famille paternelle, des cas d'anorexie mentale, mais des personnes que ma mère avait côtoyées. Et puis bon, de toute manière, ma mère est une mère inquiète de base. Et ça, je pense que c'est aussi un message qu'on peut faire passer. Une adolescente qui perd 4, 5, 6 plus ou moins de poids volontairement, c'est pas normal. Alarmant, hein. Voilà. Oui, et puis c'est pas rien, 5-6 kilos. C'est pas anodin, exactement. Même si c'était sur un temps assez long, tout est relatif, hein, il y a quand même un truc, quoi. Oui. En tout cas, il y a une tentative de quelque chose. Voilà, et c'est pas anodin, ça c'est sûr. Donc, mon médecin généraliste à ce moment-là, il n'était pas inquiet. Hein. Il l'a jamais vraiment été, mais à cette période-là, il n'était pas trop inquiet. Et là, on se trouve donc chronologiquement 6 mois après, donc au mois d'octobre, en début d'année de seconde, et ma mère m'a amenée voir un autre médecin généraliste, qui donc n'était pas mon médecin traitant, mais qui était un médecin qui connaissait la famille. Et qui, lui, n'a pas été forcément paniqué non plus. Il n'y avait pas non plus lieu de paniquer, mais qui m'a orientée vers une dame qui se disait coach pour des personnes souffrant de TCA. Et donc là, c'est personnellement pour moi un gros warning. Genre, faites attention aux personnes qui n'ont pas de formation dans le domaine et qui se disent coach. Il y a des gens très bien qui sont même formés, mais il y a des personnes qui, sans vouloir faire de mal, mettent les gens en danger. Et c'est ce qui s'est malheureusement produit pour moi à ce moment-là. J'ai rencontré cette personne qui était kinésithérapeute. Ah oui, rien à voir. Rien à voir avec les soins psychiques Oui, et puis aussi, je fais juste une petite parenthèse, mais en même temps, le médecin n'est pas inquiet, mais en même temps, il t'oriente vers quelqu'un qui semble spécialisé dans les troubles des conduites alimentaires. Oui, après, c'était une collègue à lui, une amie, je sais pas exactement, et elle-même, elle me dit, j'ai été comme toi, mais je m'en suis sortie et je vais t'aider à t'en sortir. Eh oui. Donc, elle-même a probablement, après c'est ce qu'elle dit, mais je pense que c'est vrai, a vécu une période d'alimentation troublée en tout cas. Et à cette période-là, donc moi je la vois en entretien une première fois et elle me dit de manière très brute, à moi qui suis encore un peu pas trop consciente de ce qui se passe, même pas du tout, non. qui me dit ma Charlotte, pour aller mieux, pour reprendre du poids, il faut que tu manges tel aliment. Donc elle me fait une liste extrêmement vague et vaste où elle va me dire il faut manger des sucres lents, des sucres rapides, des protéines, des matières grasses. Et voilà, en me faisant toute une liste d'exemples d'aliments, de repas, de collations. Et moi, à ce moment-là, qui au final suis dans une perte de poids que j'ai désirée et que je n'ai pas forcément envie de reprendre, je me dis à ce moment-là,
et pour ne pas regrossir, je vais enlever tous ces aliments. Donc finalement, il ne me restait plus grand-chose. Et donc ça a été vraiment le début là d'une perte de poids beaucoup plus violente et beaucoup plus brutale. Ouais. Et oui, là, c'était plus faire attention, quoi. Hein. Non, c'était faire attention à beaucoup de choses en tout cas. Donc voilà. Ouais, c'était presque le mode d'emploi en fait pour sombrer. Hein, même si de manière inversée, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle, c'était son mode d'emploi pour reprendre du poids, mais moi, je l'ai pris à l'inverse. Du coup, ça a eu l'effet inverse. Ouais. Donc, cette perte de poids, si je comprends bien, là, elle a été très rapide et brutale, en fait. Elle a été très rapide et brutale. Donc, évidemment, je me suis rapidement, somatiquement mise en danger. Et mon corps a été rapidement épuisé. J'ai commencé à ce moment-là à avoir un suivi avec une nutritionniste qui me surveillait sur le plan somatique. Et puis, je pense que j'avais sans doute une psychiatre ou une psychologue. Je sais même plus précisément pour te dire à quel point cette période reste floue pour moi parce que je me laissais porter en fait dans les soins ou au moins dans les rendez-vous et ma demande de première hospitalisation a été faite par la nutritionniste qui me suivait. Donc j'ai été hospitalisée une première fois en pédopsychiatrie spécialisée dans les TCA en région parisienne au mois d'avril 2012 qui était mon année de seconde. Voilà. Ah oui, donc ça a été extrêmement rapide, effectivement. Ouais. Et dans cette violence des troubles, j'ai eu la chance d'habiter en région parisienne et d'avoir un accès quand même assez privilégié aux soins, il faut le dire, parce que on manque de place en région parisienne, c'est une certitude, mais ça n'a rien à voir avec d'autres régions en France. Je pense que... Oui, c'est vrai, il y a quand même plusieurs structures, plusieurs services, et même s'ils sont débordés et que... Voilà, mais toi, tu arrivais dans une extrême urgence, en fait. Oui, mais je suis arrivée à cette première hospitalisation un peu catapultée. J'étais très faible physiquement et pas trop consciente de ce qui se passait. On m'avait évidemment posé le diagnostic d'anorexie mentale, mais qui pour moi voulait tout et rien dire. J'avais parfois vu des reportages à la télé là-dessus. Je savais que j'avais des personnes de ma famille qui en avaient souffert. Mais ça me paraissait tellement abstrait à ce moment-là que je me retrouvais pas dans ce diagnostic, en fait. Oui, tu voyais pas trop, ça n'avait pas de sens pour toi, en fait. Non. Et tu n'avais pas non plus la conscience d'avoir besoin de soins, en fait, ou peut-être juste physique. Alors, je sentais que mon corps était à bout. Ça, je le sentais, que je pouvais plus aller en cours. Je tenais à peine debout, j'avais des vertiges. Ça, je m'en rendais compte. Je souffrais terriblement du froid. C'était un enfer. Du coup, j'ai été hospitalisée. C'était pas une hospitalisation à ma demande et en même temps, je m'y suis pas opposée parce que je pouvais plus faire autrement. Et au tout début de cette première hospitalisation, le premier jour, il y a eu un entretien familial avec le psychiatre qui me suivrait en hospitalisation, l'interne, l'infirmière référente et mes parents. Et donc, ce premier entretien où moi, j'étais déjà totalement chamboulée, perdue. Vraiment, j'étais sur une autre planète. Où là, on me dit et on dit à mes parents, aujourd'hui, il va falloir qu'on fixe le poids de sortie. Bon. Moi, j'arrive, là, j'y comprends rien. On me connaît même pas. On va m'hospitaliser et on me dit, il va falloir fixer le poids de sortie. Bon, s'ensuit une discussion entre les différentes personnes présentes dans la pièce, sachant que moi, je suis là avec mes valises, mon manteau, je n'ai même pas encore atterri dans ma chambre. Bon, voilà, il y a une conversation et moi, à un moment, je dis, j'ai pas trop d'idée du poids de sortie, mais en tout cas, tel poids, ça serait trop compliqué. C'est-à-dire là, voilà, tel poids, ça va être trop difficile. Et ma mère me soutient dans cette idée-là en disant on peut pas, aujourd'hui, dans l'état où elle est, lui dire tu sortiras seulement en ayant pris X kilos, qui était quand même une prise de poids assez conséquente. Ça va être trop compliqué pour elle. Et le médecin psychiatre, qui ne me connaissait absolument pas, a eu comme seule et unique réponse Charlotte ne veut pas ce poids-là. Eh bien, on va fixer ce poids-là. Oh mon Dieu. Voilà. Donc, c'était la réponse bête et méchante à laquelle ni ma mère, ni moi, on n'avait pas de contre-argument, en fait. Voilà. Oui.
Donc, dans mon petit cerveau bien amoindri, à ce moment-là, ça a quand même pris une tournure assez logique pour moi, où je me suis dit, mais en fait, si je dis ce que je ressens, si je dis ce que je veux, on fait le contraire. Ah ben oui. Donc, et oui, puisque tu dis, moi, ce poids-là, je sens que c'est vraiment pas possible. Et on te dit en réponse, eh ben justement, c'est ça qu'on va faire. Voilà. Quoi. Et ben donc, oui. à partir de ce moment-là, ça peut paraître très anecdotique, mais en fait, ça a vraiment été ce qui a donné la direction à tous mes soins pendant les 10 années qui ont suivi. C'est l'idée, même inconsciente, de surtout ce que je ressens, ce que je veux, il faut pas le dire. Il faut pas me confier, il faut pas dire ce que je souhaite, il faut obéir. Voilà. Ouais, j'en reviens à la question de la confiance, en fait, dans les relations, tu sais, dont on parlait tout à l'heure, là. Ce que je dis est retourné contre moi, en fait. Et si on repense à tout le passé que tu avais eu, avec cette expérience-là, en fait, bah, ça se rajoute encore dessus, quoi. Hein, donc, c'est guère étonnant que finalement, ça ait cristallisé les 10 années d'après. Oui. Enfin, Et donc, voilà, j'ai eu cette première hospitalisation qui, somme toute, c'est, de point de vue extérieur, très bien passée. C'est-à-dire que j'ai été une très bonne patiente. J'ai pas bronché. J'ai eu 3 mois et demi de séparation avec aucun contact avec l'extérieur. Ah oui, même avec tes parents ? Aucun. 3 mois et demi ? Ouais. Ah ouais, aucun. Oui, donc on en parlait avant de commencer, suite au témoignage de Béatrice, qui est paru le mois dernier d'ailleurs. C'était le témoignage d'avant, celui de Charlotte. C'était pas les mêmes conditions pour toi, mais il y avait encore, donc il y a 10 ans en fait, ces contraintes de... Tu sais, moi je vois ça comme faut le mériter, quoi. Ah bah c'était ça. En Ouais. fait, c'était, si tu veux, du coup, on avait fixé un poids de sortie final. Et en fait, entre le poids que j'avais à l'entrée et le poids final, on avait coupé en deux. Et en fait, on m'avait dit, pour retrouver un contact avec tes parents, avec l'extérieur, évidemment, on n'avait pas le téléphone, on n'avait pas de courrier, on n'avait rien. Il faut atteindre le poids de séparation, on appelait ça. Ah oui, carrément. Et donc, tant qu'on n'avait pas atteint ce poids-là, on n'avait pas de contact avec l'extérieur. Et je sais pas d'ailleurs si dans cette structure, à l'heure actuelle, ça fonctionne encore comme ça, je ne sais pas. Après, je crois que quand les patientes mettaient plus de 4 mois ou 4 mois et demi, là, ils rompaient la séparation parce qu'ils trouvaient que ça n'avait plus de sens de séparer les patientes pendant 1 an. Mais oui, mais surtout, qu'est-ce qui justifie ça ? Tu vois, on en est encore là. Comme si le fait d'avoir des contacts avec sa famille, en fait, allait interférer dans le soin, comme si c'était cette relation qui venait... tu vois, on a des espèces de relents, là, de je sais pas quoi. Si, j'ai ma petite idée, mais je vais peut-être pas le dire là, mais voilà, quoi, c'est hallucinant. Et donc, la carotte, quoi. Voilà, et puis, il faut se visualiser aussi que moi, j'avais 16 ans, mais les patientes avaient à partir de 13 ans. Eh oui. Et voilà, ne pas voir ses parents, ne voir personne pendant autant de temps, c'est assez violent, aussi jeune. Peut-être même pas, même quand on est plus âgé, mais encore plus quand on est encore une jeune adolescente. Voilà. Ouais, donc voilà, tu disais, moi, j'étais la bonne patiente, je faisais ce qu'on me disait de faire, je bronchais pas, surtout je disais pas ce que je ressentais, voilà. Et j'avançais, quoi. Voilà, et cette hospitalisation a duré un peu plus de 6 mois. Donc voilà, de manière anecdotique et en même temps pas du tout. Pendant plus de 6 mois, je n'ai jamais versé une seule larme devant un seul soignant. C'est-à-dire que c'était une grande mascarade, une grande pièce de théâtre. J'étais très joyeuse, j'étais... voilà, très... Et en même temps, tout n'était pas faux. Je veux dire, il y a eu aussi des bons moments. Je vais pas prétendre, j'ai fait des belles rencontres, voilà, de personnes que je connais encore aujourd'hui, que ce soit en termes de soignants ou de patients. Mais voilà, j'ai été la patiente parfaite. Et puis ensuite, on va faire un bond en avant. Mais après cette hospitalisation, il y en a eu 3 autres au même endroit, donc en pédopsychiatrie spécialisée TCA, jusqu'au moment où on m'a dit là, Charlotte, on ne peut plus rien pour toi, il va falloir passer... au stade supérieur, donc à la psy adulte, spécialisée TCA, où là, il y a eu encore 8 autres hospitalisations, toujours en service spécialisé.
Mais un des soignants donc, de ma première hospitalisation m'a confié quelques années après, franchement, s'il y avait bien une patiente qu'on pensait guérie ou quasi guérie à la fin de sa première hospitalisation et qu'on n'aurait jamais cru voir revenir, c'était toi. Et quelle n'a pas été notre surprise de te voir revenir si vite en pensant que tu allais si bien. C'est ça. Bah oui, mais c'est vraiment le masque que tu montrais, en fait. C'est ce que tu disais, c'était une grande mascarade. Oui. Et tout était verrouillé, en fait, à l'intérieur de toi. Totalement. Et ce que tu montrais, c'était ce qu'ils attendaient de toi, en fait. Et puis d'ailleurs, voilà, après, j'ai donc enchaîné beaucoup d'hospitalisations. Et donc, comme on l'a abordé toutes les deux, je pense qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à rentrer dans les détails de chaque hospitalisation qui se sont, somme toute, plutôt ressemblées les unes aux autres, c'est-à-dire la patiente parfaite, qui bronche pas, qui reprend du poids. Oui, c'était un peu toujours le même cycle, en fait, qui se répétait. Et les rechutes, elles étaient dès que tu ressortais, enfin, vraiment, c'était rapide, en fait. Ça commençait le jour même. Disons que ces 13 hospitalisations se sont enchaînées sur 10 ans. Vraiment, pendant ces 10 années, j'ai passé la majeure partie du temps en étant totalement émotionnellement anesthésiée, totalement dissociée. C'est-à-dire que ces hospitalisations, je ne les ai jamais demandées. Elles ont été toujours imposées. Alors au début, imposées, j'étais mineure, donc imposées par les médecins, par mes parents, puis par la suite. L'anorexie, c'est pas une maladie anodine. Les TCA de manière générale, et le corps s'épuise très vite. J'ai assez rapidement eu des complications somatiques, notamment en termes hépatiques, qui me suivent encore aujourd'hui. Donc voilà, comme quoi c'est pas anodin. Et donc voilà, les hospitalisations, même si j'ai jamais été sous une contrainte légale ou elles ont été contraintes de par mon état somatique. Et de par les complications somatiques. Donc en fin de compte, les hospitalisations ont été beaucoup subies, malheureusement, pendant toutes ces années. Et j'ai envie de dire que je pense que le passage de la pédopsychiatrie à la psychiatrie adulte n'est facile pour personne. Parce que en fait, on passe de cette position où on est encore un enfant à une position d'adulte où on nous demande, en fin de compte, d'être acteur de nos soins. Mais c'est une transition qui n'est pas évidente à la fois pour nous et pour les professionnels qui nous suivent, en fait. Ouais. Et alors, j'ai du mal à cerner la différence. En fait, j'entends ce que tu dis, mais dans le vécu, en fait, du patient, ça veut dire que, tu sais, c'est comme si j'avais l'image en pédiatrie à quelque chose de plus coucouné ou de plus porté, en fait, quelque chose comme ça. Et l'hospitalisation adulte, il y a plus une mise en responsabilité, quelque chose comme ça. Oui, alors, c'est sûr que c'est différent quand on a 13, 14, 15, 16 ans de quand on est à l'âge adulte. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que dans les soins des TCA et notamment de l'anorexie mentale, et je reviens justement sur le témoignage de Béatrice, et je suis totalement d'accord avec ce qu'elle disait, c'est qu'il faut que la démarche vienne un minimum de soi. C'est-à-dire qu'il faut, certes, la volonté ne fait pas tout, mais sans la volonté, on ne fait rien. Et en fait, en pédopsychiatrie, on m'a rarement demandé mon avis parce que c'était pas à moi de décider. Puis, moi, j'ai gardé cette position un peu passive, même dans les soins adultes. Sauf qu'en fait, a fortiori, les soins en psy adulte spécialisés TCA, il faut être partie prenante. Il faut prendre les choses en main, il faut prendre ses soins en main. Et ça, malheureusement, j'ai mis beaucoup de temps à savoir le faire. Et oui, et alors ça a fini par se faire. Ça a fini par se faire. Puisqu'on est en train d'en parler là. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu un fameux déclic, tu sais, dont on parle, ou est-ce que c'est plusieurs choses ? J'aime pas le mot déclic, donc non, je n'ai pas eu de déclic. Non. Voilà, spoiler, je n'ai pas eu de déclic. Non, c'est pas arrivé. Mais c'est vrai que du coup, pendant des années, moi, j'ai beaucoup obéi, j'ai été en hospitalisation, j'ai beaucoup rechuté et je me suis pris beaucoup de répréhensions de la part des soignants, beaucoup de paroles injustes. De tu le fais exprès, c'est de ta faute, de toute manière, tu fais exprès de tout défaire, ce qu'on fait en hospitalisation, de reperdre du poids. Et c'est vrai que il y a eu un moment où j'ai eu un gros conflit avec ma psychiatre qui est la psychiatre qui me suit encore à l'heure actuelle.
et que je connaissais en fait depuis ma première hospitalisation. Elle était interne à ce moment-là et voilà, c'est un suivi auquel je tiens beaucoup et on a eu quand même un gros conflit en 2020 où en fin de compte, elle m'a un peu secouée de manière justifiée en me disant en fait Charlotte, vous venez, vous me racontez ce que vous voulez, qui est souvent pas la vérité, vous perdez votre temps, vous me faites perdre le mien, vous perdez votre argent à venir. En fait, si c'est pour continuer comme ça sert à rien de vous déplacer. Voilà, ça vous prend du temps, ça me prend du temps et en fait, on va nulle part. Et bon, malheureusement, elle avait raison. En fait, moi, j'y allais, je lui parlais de la pluie et du beau temps, je lui disais que tout allait très bien et par derrière, je faisais toujours en sorte de perdre plus de poids. Et donc, ça a été une période difficile dans mes soins, ça a été une période douloureuse parce que c'était et c'est encore un suivi auquel je suis extrêmement attachée, une personne à laquelle je suis très attachée, mais à ce moment-là, moi j'ai su lui répondre dans le sens, lui répondre ce que je ressentais, voilà, pas lui répondre de manière violente, lui répondre de manière honnête. Et aussi ça a fait partie de ma construction en tant que personne, d'apprendre que en fait, dans une relation, on peut avoir un conflit et que parfois ça peut renforcer la relation et ça ne la ruine pas forcément. Mais oui, et ça a été aussi possible parce que vous connaissiez depuis longtemps, qu'il y avait une relation de confiance, du coup, qui était déjà installée à ce moment-là. Oui, et même si maintenant tu peux voir qu'avant ça, tu n'étais pas très engagée dans le soin, enfin, tu continuais finalement sur la même ligne, en fait, que depuis le début. Après, j'étais pas très engagée dans le soin, mais la relation thérapeutique était quand même là. Voilà, on se côtoyait. Bon, elle m'a pas évidemment suivie pendant nécessairement toutes ces années, mais voilà. En tout cas, cette année 2020 a été le début d'une nouvelle perspective dans mes soins et d'un nouveau positionnement. Et c'est un moment où j'ai commencé à prendre mes soins en main en tant que personne à part entière qui a le droit de vouloir aller mieux et qui a le droit d'aller mieux pour elle et pas pour les autres, pas pour les médecins, pas pour ses parents, pas pour faire plaisir aux autres, genre juste pour vivre pour moi. Voilà. Mais oui, ça a vraiment déclenché quelque chose en fait. Hein, et j'imagine que, parce que tu disais, on a pu traverser ce conflit entre guillemets, donc ça a peut-être pris plusieurs séances pour... Voilà, revenir là-dessus et tout ça. Et ça a été le début d'un renversement finalement de situation. Et oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'imagine que, je ne sais pas si tu en as reparlé avec elle depuis, mais que peut-être elle a senti que c'était le moment en fait. Il y avait un endroit de toi où tu étais prête à ça, parce que tu aurais pu juste ne jamais revenir ou claquer la porte ou juste dire oui, puis continuer comme tu faisais quoi en fait. Hein. Donc il y a vraiment eu quelque chose là qui s'est rencontré dans l'espace-temps, tu vois. Oui, après, je pense que, comme tu le dis, on se connaissait depuis un moment. C'est sûr que raconter comme ça peut paraître un peu brutal, mais de toute façon, on va pas se mentir, la guérison de l'anorexie et des TCA, c'est pas un long fleuve tranquille, et voilà. Mais après, évidemment, elle me connaissait et elle savait que j'étais en mesure de saisir la perche qui était tendue. C'est ça, c'était comme une main tendue à ce moment-là, que tu as pu prendre, en fait. Oui, et alors, donc ça c'est 2020, nous sommes en 2024, fin 2024. Comment ça s'est passé alors ces 4 années par la suite ? Alors, évidemment, encore une fois, c'est pas magique, c'est pas parce que on s'investit un peu plus dans ses soins que vient le déclic justement. Donc j'ai quand même été réhospitalisée plusieurs fois depuis. C'est elle qui s'est occupée de moi à ma dernière hospitalisation. J'ai aussi depuis un suivi régulier avec une psychologue que j'ai rencontrée lors d'une de mes hospitalisations en 2019, que je vois encore à l'heure actuelle. Et donc ce sont vraiment à l'heure actuelle 2 piliers dans mes soins et aussi dans ma vie et dans mon quotidien. Voilà, ce sont 2 personnes qui m'ont énormément aidée et qui m'aident encore beaucoup à l'heure actuelle. Voilà, bien que les soignants ne font pas les choses à notre place et que, bon, on ne peut que faire les choses soi-même, mais que d'être accompagné et bien accompagné, c'est essentiel. Oui, c'est vraiment cette relation qui facilite en fait le fait que toi, tu puisses te saisir des choses et avancer. Voilà, totalement. Et donc, comme je te disais, j'ai été réhospitalisée, mais je suis maintenant sortie de ma dernière hospitalisation depuis
plus de 2 ans et demi, Mmh. ce qui est de très 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 loin mon record Mais oui. depuis l'année 2012. Ouais. Et je vais bien. Et Mmh. je continue mes soins à l'extérieur, qui d'ailleurs se sont pas mal espacés. Mhm. Mais voilà, je continue de voir mes soignantes en l'occurrence, parce que j'ai aussi une diététicienne qui joue un rôle important, voilà, que je Mhm. vois pas très souvent, mais qui a une place importante. Mhm. J'essaye de développer aussi de nouveaux horizons, parce que moi qui ai passé 10 années à Mais oui. l'hôpital, j'ai pas eu la possibilité de faire beaucoup d'autres choses. Mhm. Donc, comme je disais au début de l'épisode, je fais du bénévolat Mhm. que j'aime énormément. J'essaye aussi de développer, de maintenir et de nourrir une vie sociale, Oui. de rencontrer des personnes. Et disons que je trouve que l'anorexie, c'est vraiment une maladie de l'isolement et Mhm. ça met dans une bulle où on est vraiment entre soi et soi-même Mhm. et son assiette de temps en temps. Ben oui. Et le fait d'ouvrir le lien avec le monde extérieur, c'est pas la seule chose, mais ça fait partie des soins. Ça fait Mhm. partie de la guérison. Mhm. Ça fait partie du mieux-être. Mhm. Et donc voilà, j'essaye de voir des amis. J'ai mon compte Instagram qui, somme toute, m'a pas mal aidée aussi. Pas forcément directement dans la guérison à proprement parler comportementale des Oui. TCA. Oui. Parce que ça aussi, c'est un message que je veux faire passer. On ne guérit pas par les réseaux sociaux. Ah non. Parce que parfois, ça peut porter à confusion. Mhm. Mais ça m'a beaucoup aidée à prendre la parole. Bon, Mhm. à l'écrit souvent, mais à m'affirmer, à donner mon point de vue Et oui. et à échanger avec d'autres personnes. Voilà. Ouais, ouais, ce que j'entends, c'est que c'est à la fois créer des relations, créer des liens, rencontrer des personnes, mais aussi prendre ta place, Oui. en fait. T'affirmer au monde, enfin, prendre Oui. ta place dans le monde. Et tu l'as créé quand, le compte? Ce compte Instagram, je l'ai créé en janvier 2023. Donc, il y a un D'accord. an et demi. Ok. Un peu plus d'un an et demi quand Oui, même ça maintenant. fera Presque bientôt 2 ans. Voilà. Ouais. Oui. Et c'était justement, c'était quoi qui sous-tendait ça, enfin, ton envie à ce moment-là? Alors moi, à ce moment-là, ça faisait déjà quelques mois ou années que j'avais un compte perso où je suivais Oui. pas mal de comptes portant sur les TCA et souvent je me disais « Ah mais je suis pas du tout d'accord avec ce qui est dit ». Ah. Et j'osais pas forcément aller sous les posts et les partages et tout et dire « Ah non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord ». Et je me suis dit, en fait, la meilleure manière de me faire entendre, c'est moi aussi d'exprimer ce que je pense. Entre le moment où j'ai eu cette pensée et le moment où j'ai osé créer mon compte Instagram, il s'est là aussi passé plus d'1 an. Hein. Donc je l'ai pas fait sur un coup de tête, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et ça m'apporte beaucoup à titre personnel, comme tu le dis, en matière de prendre sa place, de s'autoriser à exister, même si les autres sont peut-être pas forcément toujours d'accord avec nous, mais c'est la vie en fait. Oui, c'est ça. C'est comme tu sais, quand tu dis c'est la vie, ce qui me venait, c'est que bon, c'est un peu spécial, comme je vais le dire, mais comme une sorte d'entraînement. Enfin, tu vois, d'entraînement à l'affirmation de soi, à donner son point de vue, à poser des arguments, en fait. Ça te parle ou... Je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que ce que j'ai osé faire par l'écrit, ce qui a été pour moi plus facile au départ, j'étais un peu cachée derrière mon écran. Et en fait, le fait de m'affirmer par l'écrit et de voir que finalement, ça se passait plutôt bien, ça m'a beaucoup aidée. Et même dans mes soins, à m'affirmer davantage, à me positionner davantage et dans les relations que j'ai avec les autres de manière générale, à me dire finalement... Je l'ai fait à l'écrit, ça s'est bien passé. Je l'ai fait sur Instagram, ça s'est bien passé. Donc en fait, dans la vie, je peux oser être moi-même et ça va peut-être bien se passer. Oui, c'est ça. Voilà. Et sans doute, ça va bien se passer. Oui. Mais jusqu'ici, ça s'est plutôt bien passé. C'est donc ça. Pourvu que ça dure. Mais oui. Et alors, parce que je vois qu'on va bientôt se quitter, Charlotte, où est-ce que tu en es aujourd'hui? Comment tu te sens? Et alors, tu nous en as un peu parlé, de comment tu voyais l'avenir et voilà. Et puis, s'il y avait une dernière chose que tu voulais vraiment partager, ne pas oublier de dire avant qu'on se quitte. Alors, je pense que je vais répondre un peu aux 2 questions en une parce que à l'heure actuelle, voilà, bien que j'ai dit que je n'étais pas 100% guérie, je vais quand même beaucoup mieux. J'ai une vie beaucoup plus épanouie maintenant qu'elle ne l'a été depuis les 12 dernières années, mais même avant.
j'apprends à découvrir le monde et aussi et surtout à me découvrir moi-même, à découvrir qui je suis, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Mais oui, Et qui es-tu en dehors de la maladie, en fait, c'est ça. Qui a été... Chose qui n'est pas forcément évidente quand on est passé de l'enfance à l'âge adulte à travers l'anorexie. Exact. Et le message que je trouve extrêmement important, c'est que parfois dans la vie, on est dans une situation qui nous semble inextricable. C'est-à-dire que moi, pendant des années, j'ai été dans ce cercle vicieux des hospitalisations à répétition qui ne servaient pas à grand-chose. Et finalement, la 13e, c'est passé différemment. Ma sortie s'est passée différemment. Et en fin de compte, c'est un message d'espoir pour toutes les personnes qui se sentent dans une situation qui semble sans solution. En fait, finalement, parfois, il y a des solutions et même souvent, on peut créer des solutions, on peut les inventer, en fait, ces solutions. Et il ne faut pas perdre espoir parce que aujourd'hui, je suis dans une situation que je n'aurais jamais pu envisager il y a 4-5 ans. Mais oui. Et voilà. Bah oui. Donc ne lâchez rien et le mieux est toujours possible. Oui, c'est un sacré message d'espoir que tu partages là après un parcours tellement long, difficile, douloureux, même si tout était verrouillé, bien évidemment que c'était hyper douloureux, c'est ce que je m'imagine pour toi. Oui. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi une jeune femme qui va vers la vie, en fait, et à pleine dents. Allez, disons on va croquer la vie à pleines dents. Croquer la vie à pleines dents. C'est le cas de le dire. Exactement. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite, Charlotte, pour cette bientôt future formation, pour tout ce que tu engages dans ce bénévolat, toute cette découverte de toi-même et de toi-même au milieu du monde et des autres. Une longue vie à ton compte Instagram, en tout cas tant que tu le souhaites. Oui, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à aller voir ce que Charlotte publie et à la suivre. Est-ce qu'on peut te contacter, les personnes qui nous écoutent, par Instagram, j'imagine? Oui, avec grand plaisir, par le biais de mon compte Instagram. Je réponds aux messages toujours avec beaucoup de plaisir. Tant que ça dure comme ça, autant continuer et poursuivre. Merci beaucoup, Charlotte, d'être venue jusqu'ici. C'était un grand plaisir de pouvoir venir témoigner et merci pour tout le travail que tu apportes par le biais de ton compte et de ton podcast. Voilà. Je te remercie beaucoup. À bientôt. À bientôt. Nous sommes à la fin de cet épisode 119. Merci encore à Charlotte de la générosité de son partage. Vous pouvez la contacter via Instagram. Vous trouverez le lien vers son compte dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à partager son témoignage autour de vous et à encourager notre travail sur le podcast La Pleine Conscience du Pouvoir en laissant une note 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Un support peut aussi se faire via un don mensuel ou ponctuel. Notre page Tipeee vous attend dans la description de l'épisode. À très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.